Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de la rentrée. On a décidé de travailler sur la détermination des EMT. C'est un sujet qui est relativement récurrent, donc il nous a paru intéressant pour cette rentrée de parler de cette problématique. Alors avec moi, j'ai Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Voilà. Et donc, on va directement commencer par une petite présentation de la société. Donc, pour ceux qui nous connaissent, Deltamu, on est une société de services en métrologie. On existe depuis 98 et on a vraiment pour objectif de défendre la métrologie. C'est-à-dire que dans les industries, dès qu'on fait des mesures, dès qu'on prend des décisions, on les prend par rapport à des mesures et les mesures sont malheureusement imparfaites. Et donc, pour prendre des décisions correctes par rapport à des mesures, il faut comprendre l'imperfection de la mesure. Et donc, on se bat depuis 98 pour essayer de mettre en place des choses pour mieux prendre en compte la mesure dans les décisions. Donc, on est présent effectivement au niveau des comités de normalisation et au niveau de nombreux groupes de travail. Alors, pour accompagner tout le monde, tous les industriels dans cette problématique de comment interpréter et prendre en compte la mesure, Deltamu propose 3 pôles de compétences, un logiciel, de la formation et de la prestation et de l'accompagnement autour de la métrologie. Le logiciel, c'est un logiciel de métrologie bien connu, c'est Optimu, qui vous permet de gérer votre parc de moyens de mesure, mais qui va beaucoup plus loin et qui vous permet de faire plein d'autres choses, optimiser les périodicités, calculer les incertitudes, voilà, qui vous accompagne au niveau de la métrologie. Autour de cette problématique, on crée aussi des formations de métrologie variées, de la métrologie générale jusqu'à des aspects beaucoup plus pointus, des statistiques ou des notions d'incertitude de mesure jusqu'à de la simulation Monte-Carlo. Et le dernier pôle de compétences, c'est un pôle de conseil et services. On peut vous accompagner sur toutes ces problématiques, vous aider à organiser des cils ou organiser des cils, des besoins d'optimisation, de périodicité d'étalonnage de votre parc. On vous accompagne, on va jusqu'où vous avez besoin pour vraiment que vous compreniez ce que c'est que la mesure et pour que ça vous soit utile dans votre décision d'industriel. Donc, dans cette perspective, aujourd'hui, au niveau du webinar, on a décidé de travailler sur les EMT, les erreurs maximales tolérées, donc les tolérances des équipements. C'est une problématique relativement récurrente, donc il nous a paru intéressant de parler un petit peu de cet aspect-là. Donc, ce webinar, grosso modo, on va le découper en 2 parties. Une première partie basée sur la problématique des EMT et la deuxième partie, on va aborder les stratégies qui existent et les stratégies qu'on peut vous proposer pour choisir correctement ces EMT. Alors Christophe, peut-être Alors, juste, je prends la parole 2 minutes pour préciser les choses. On a fait beaucoup de webinars avant les congés d'été. Je sais pas, je pense que quelques-uns des participants aujourd'hui ont déjà participé au précédent, mais peut-être qu'on a de nouveaux invités. Donc, précisons un peu les choses. Ce webinaire est enregistré, on le diffusera sur notre chaîne YouTube en replay de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès. On essaiera au cours du webinaire de répondre à vos questions que vous pouvez poser par le chat, mais on a fait ça sur tous les autres. On s'engage à y répondre par écrit sur un article qui sera publié sur notre blog smartmetrology.com et toutes les questions qui auront été posées sur le chat trouveront une réponse dans cet article si elles ne trouvent pas de réponse avant l'heure de fin du webinaire. Et pour ce webinaire-là, ce webinaire de rentrée, on a imaginé une petite innovation dont on parlera plus précisément à la fin. Mais j'espère que ce sera une bonne surprise pour vous tous, puisque l'expérience a montré qu'on avait beaucoup de gens intéressés, mais on a besoin aussi d'aller un tout petit peu plus loin que ce webinaire. Donc, vous verrez qu'on va vous proposer quelque chose d'assez innovant à la fin de la présentation de Christophe. Voilà, Christophe, tu as la parole et on se retrouvera tout au cours de ton exposé pour des points de précision. J'interviendrai si nécessaire. bien entendu. OK, donc on va commencer par effectivement la problématique autour de l'EMT. Quel est le problème? Alors, on va déjà, état de fait,
les mesures, on les retrouve effectivement dans notre vie courante, au niveau des achats, de la pompe à essence, ou bien quand on fait des achats de fruits et légumes, les peser. Et donc cette problématique de mesure a existé depuis très longtemps. Pour répondre à cette problématique et s'assurer que les équipements sont conformes aux besoins, la métrologie légale a été inventée au XVIIIe siècle, ou 19e, peut-être j'exagère, 19e siècle, pardon, pour répondre à cette problématique, c'est-à-dire est-ce que mon équipement fonctionne correctement? Est-ce que je peux avoir confiance dans la mesure que me donne la personne qui va me vendre mon produit? Donc, la problématique autour de ce type d'équipement, ce sont les échanges commerciaux et la loyauté des échanges. L'objectif n'est pas un objectif de performance métrologique, l'objectif est un objectif de confiance. Donc, on peut mettre facilement en place des tolérances qui sont liées à, on sait ce qu'on va mesurer, on mesure ici des champignons, des produits bien définis, on sait quelle tolérance on va accepter, c'est pas hyper important si vous avez un petit problème au niveau de votre balance sur la pesée de vos tomates ou du gigot que vous allez de toute façon faire passer au four. Voilà, donc on a une idée du besoin. Le problème, c'est la loyauté des échanges et la notion de périodicité de vérification de ces équipements, elle est définie de manière arbitraire, puisqu'il faut juste valider que tout fonctionne bien de manière arbitraire. Au niveau du monde industriel, la problématique est complètement différente. L'idée, là, c'est de savoir si mon produit est conforme, mais ce n'est pas une question de loyauté, c'est une question de fonctionnalité. C'est-à-dire que si je produis des pistons un petit peu trop larges qui ne vont pas rentrer dans les culasses, je ne vais pas attendre 1 an pour régler mon processus de mesure en me disant que de toute façon, ce n'est pas grave, l'année prochaine, je les ferai un tout petit peu plus petits. Ce n'est pas du tout l'objectif. Il faut que ça fonctionne tout le temps et que je surveille en permanence la conformité de ma production, ou est-ce que les réglages sont conformes à ce dont j'ai besoin pour produire. L'exemple classique, c'est voilà, j'ai des spécifications, j'effectue une mesure et je valide si mon produit il est largement conforme dans les clous. Là aussi, il est conforme, ou si mon produit nécessite un réglage ou nécessite un rebut. Alors, tout ça, ça se fait via effectivement la mesure. Malheureusement, les mesures, elles sont imparfaites. On ne peut pas faire de mesures parfaites. On essaye d'améliorer nos mesures, mais il y a toujours des problématiques, des erreurs de l'instrument, des erreurs de la main-d'œuvre, toutes ces petites composantes qui interviennent et qui font que les mesures sont imparfaites et on n'a pas une vision de la valeur vraie. Ça, c'est modélisé classiquement par la notion des 5M, donc une visualisation qualitative d'où vient le problème du fait que ma mesure soit imparfaite. Et au niveau quantitatif, c'est en général représenté par une loi de distribution, une variation de ma mesure autour de la valeur vraie. Donc, partant de ce principe-là, mes mesures sont imparfaites, pourtant je prends des décisions par rapport aux mesures, c'est là qu'on voit apparaître un risque. Par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire on avait des spécifications et des résultats de mesure, on voit ici que la prise de décision va dépendre de la qualité de ma mesure. Donc ici, j'avais une mesure pleine bille, aucun doute, ma pièce, elle est conforme. On voit qu'il commence à y avoir des problèmes quand ma mesure, elle est conforme, mais on s'aperçoit qu'à cause de mon incertitude de mesure, la valeur vraie, potentiellement, elle est à l'extérieur de mon intervalle. Donc je peux mesurer conforme, alors que ma pièce, sa valeur vraie est non conforme. C'est vrai aussi sur une pièce mesurée non conforme, que je peux voir mesurée non conforme, alors que sa valeur vraie, potentiellement, elle est effectivement non conforme, mais potentiellement, elle est conforme. C'est là qu'on voit apparaître que l'incertitude de mesure fait naître un risque. Voilà les 3 cas de figure que je viens de définir. Donc, ce risque est lié à mon incertitude de mesure. Une partie de mon incertitude de mesure est portée par l'équipement. Et donc, la question qu'on veut voir aujourd'hui, c'est quelle est la part qu'on peut donner à l'équipement
pour respecter un risque acceptable. Donc voilà en gros la problématique des EMT que je voulais poser avant de vous Christophe? présenter les différentes stratégies. Jean-Michel, des Oui, choses à ajouter? oui, absolument. Enfin, ajouter à préciser ou à redire, À redire? il est fondamental de comprendre la différence entre les objectifs de la métrologie légale, que tu as bien développé tout à l'heure, et les objectifs de la métrologie industrielle. Dans la métrologie légale, on ne s'intéresse pas vraiment aux incertitudes de mesure et aux risques. On dit simplement que les échanges commerciaux doivent être loyaux et qu'on puisse faire des choses en confiance. Cette confiance, elle repose sur un certain nombre de stratégies, dont la conformité de l'instrument de mesure. L'objectif, en tout cas au début de l'histoire de la métrologie légale, c'était pas de calculer des incertitudes de mesure quand on vend des champignons, c'était juste de s'assurer que l'instrument de mesure, il était dans certaines spécifications. Il est assez facile, quand on s'intéresse à la loyauté, de définir qu'est-ce qu'est la loyauté quand on vend des champignons ou quand on vend de la viande chez un boucher. L'état de l'art pour les instruments de mesure, le fait que c'est pas très, très grave qu'il y ait 1% de plus ou 1% de moins, font qu'on peut définir une erreur maximum à constater sur l'instrument. Ici, il faut comprendre que cette erreur qu'on constate sur l'instrument, elle n'est pas sur la totalité de l'étendue de l'instrument. Dans la métrologie légale, on a aussi écrit comment on vérifiait les instruments de mesure. Ils sont tous vérifiés de la même façon. Quel point on mesure et quel est l'écart qu'on veut sur chacun des points, au pire, pour accepter que l'instrument de mesure continue à être utilisé. On ne sait pas ce qui se passe entre les points, si ce n'est que dans la métrologie légale, on a une action qui s'appelle l'approbation de modèle et on connaît la technologie de l'instrument de mesure et on peut s'attendre effectivement à ce qu'il soit suffisamment linéaire pour que les points qu'on a observés soient représentatifs. Néanmoins, on accepte l'idée qu'il y ait des points qui soient encore pires que ce qu'on a vu pendant la séquence de vérification. Et tant pis, ça peut être pire pour le vendeur, ça peut être pire pour l'acheteur, ça peut être pire pour le Marseillais ou ça peut être pire pour un Lillois. Voilà. Donc c'est sur ce contexte-là que reposent les EMT, parce que c'est bien elles qui les ont inventées, les erreurs maximales tolérées ou les classes. C'est de dire on regarde toujours les mêmes points et on a fait de l'approbation de modèle pour savoir ce qui se passe entre les points et on fait confiance à ces points-là et on fixe des erreurs observées au moment de la vérification sur ces points-là. En métrologie industrielle, on n'est pas du tout dans le même contexte. Quand on fait une mesure sur une pièce, tu parlais tout à l'heure de pièces de moteur de voiture, on comprend bien que ce qu'on veut, c'est que le piston, il aille bien dans le moteur et qu'on ne serre pas le moteur et qu'on ne tombe pas en panne. Donc en réalité, dans le monde industriel, on ne cherche pas la loyauté, mais la fonctionnalité. Tous les gens qui ont pris l'avion savent très bien que quand ils sont dans un avion, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient capables d'atterrir, pas simplement que les pièces de l'avion ont été faites de façon loyale. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité. Et donc là, à cause de l'incertitude de mesure, ce que tu as montré sur le slide qui est à l'écran tout de suite, là, comme la fonctionnalité est assurée par la valeur vraie, des fois, on ne sait pas si la valeur vraie, elle est effectivement conforme à la spécification ou si la valeur vraie, elle est effectivement non conforme à la spécification. Et c'est toute cette question que doit résoudre la métrologie industrielle. Et dans ce cas-là, il faut regarder l'EMT non pas comme quelque chose qui s'adapte, qui est le même pour tous les instruments dans un cadre un petit peu conventionnel et administratif, mais il faut bien regarder quel est le poids de ces erreurs-là propres à l'instrument de mesure, celles qu'on a vues au moment de l'étalonnage, mais également celles qu'on n'a pas vues, quel est leur poids dans la décision qu'on va prendre et donc dans le risque qui va naître avec la décision qu'on va prendre. Et il est impératif de bien comprendre cette différence, elle est absolument fondamentale. Dans un cas, on sait ce qu'on mesure et on est dans un cadre de loyauté. Dans le monde industriel, on ne sait pas à l'avance ce qui va être mesuré avec l'instrument de mesure et on est dans un cadre de fonctionnalité, donc dans une maîtrise du risque. Voilà, je te laisse la parole. Alors, le problème étant posé, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelles sont les stratégies pour répondre à cette problématique, les stratégies existantes et les stratégies qu'on va vous proposer. On a essayé de classer ces stratégies et donc on a défini grosso modo trois approches. Une approche que je parlerai de méthode basique qu'on va voir tout de suite, une approche faisant intervenir la notion d'incertitude de mesure, puisqu'on a vu que le rôle du risque, que l'apparition du risque était principalement due à l'incertitude de la mesure, donc il doit intervenir dans le choix de l'EMT a priori. Et une troisième stratégie dont on parlera concernant les comparaisons inter-instruments. Donc au niveau de ce que j'appelle la stratégie basique, j'appelle ça stratégie basique parce que grosso modo l'idée c'est qu'on va déléguer les choix des EMT à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Alors j'ai pris les exemples qu'on rencontre couramment de cette stratégie.
Alors, les exemples classiques, c'est parfois je produis ou je fais des essais selon une certaine norme ou un certain document de référence. Et dans cette norme ou ce document de référence, il y a marqué explicitement je dois faire les mesures de telle manière avec tel équipement qui répond à telle exigence, à tel EMT. Donc, dans ce cas de figure, effectivement, je réponds à l'exigence sans me poser de questions en répondant à la norme. On retrouve ce cas de figure souvent pour des essais où la manière de faire l'essai et les équipements utilisés sont particulièrement bien définis. Autre cas de figure similaire, il arrive parfois que dans votre production, le client vous impose certaines choses sur la mesure finale ou les mesures intermédiaires sur les équipements utilisés pour faire ces mesures. J'ai rencontré ça notamment dans l'aéronautique où effectivement le client demandait à son sous-traitant des contraintes sur ses clés dynamométriques. Voilà, le serrage des boulons sur mon aile d'avion, tu les fais avec tel type de clé dynamométrique, avec telle tolérance. Donc là, effectivement, dans ces deux cas de figure, on a les mains liées, voilà, les EMT sont définis par un intermédiaire. Troisième stratégie, troisième cas de figure qui correspond à cette stratégie-là, il arrive aussi souvent qu'on définisse ces EMT, qu'on choisisse ces EMT par rapport aux données constructeurs ou encore par rapport à des normes qui définissent des EMT sur les moyens. Donc là, c'est un petit peu différent des deux précédents cas. On suppose que la personne qui utilise l'équipement a choisi cet équipement par rapport aux données constructeurs. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on se prend et on se dit, s'il utilise cet équipement-là, c'est qu'il l'a correctement choisi. Donc moi, je vais répondre à l'exigence de est-ce que mon équipement est conforme en répondant aux exigences du constructeur ou de la norme. Alors, ça, c'est les stratégies que j'ai considérées comme basiques, qui ont l'avantage de sembler être simples et rapides de mise en œuvre, effectivement, parce qu'on délègue quelque part le choix des EMT à quelqu'un d'autre. Par contre, effectivement, elles ont certains problèmes. Le rôle du métrologue dans cet aspect-là devient purement administratif. Le choix des EMT est administratif. J'ai une contrainte, je la remplis. Aucune amélioration possible sur le choix des EMT, aucune adaptation possible sur le choix des EMT. Donc ça pose effectivement des problèmes d'amélioration continue si je réponds juste à cette exigence-là sans savoir quel est le besoin. Et ce qui apparaît dans ces stratégies-là, c'est que souvent, j'ai des EMT qui sont surdimensionnés par rapport à mon besoin parce qu'on me demande des exigences énormes parce qu'en général, les exigences viennent du client, donc lui, il veut absolument diminuer le risque. Et donc, en diminuant le risque client, il fait augmenter le risque fournisseur et souvent, ces EMT introduisent une notion de surqualité. Mais encore une fois, si je reste aveugle par rapport à ces exigences-là, je ne vais pas bouger et ça peut poser des problèmes. Donc, cette stratégie de se reposer sur des choses déjà existantes, comme le disait Jean-Michel, dans la métrologie industrielle, les cas de figure sont tellement variés qu'il faut adapter ces EMT à chaque cas de figure. Et c'est dommage de se reposer sur juste une norme. D'ailleurs, même les normes disent qu'on doit adapter ces EMT par rapport à son besoin. Il existe une norme européenne qui dit bien que, je retrouve le passage, les autres normes doivent exclure toute exigence sur la valeur numérique des EMT. C'est-à-dire que les EMT sont choisis par l'utilisateur de l'équipement. Jean-Michel, je te laisse rebondir par rapport à cette norme-là. Oui, bien sûr, c'est important. Alors, cette norme, dans le vocabulaire du normalisateur, on appelle la norme des normes, en tout cas pour la métrologie mécanique. C'est-à-dire que c'est une norme, en fait, qui essaye de décrire tous les types d'erreurs et toutes les préconisations qu'une norme qui parle, qui traite d'un instrument de mesure en particulier, doit pouvoir aborder. Voilà. C'est très important de noter ce paragraphe 6.1.2
qui fait effectivement exception pour les cales étalons. Alors bon, ça c'est parce que culturellement, les cales étalons, c'est l'étalon de référence pour les industriels, mais elle explique bien qu'on ne doit pas mettre de valeur numérique. Alors pour les MPE, ça veut dire maximum permissive error, hein, c'est la même chose que MMT. On ne doit pas mettre des limites et que ces limites incombent aux utilisateurs. Alors évidemment, ça devient vite très compliqué et peut-être qu'on peut rappeler simplement qui écrit les normes. Pour écrire une norme, il suffit d'être adhérent au groupe de normalisation qui est en charge de l'écriture de ces normes. Alors, typiquement en mécanique, par exemple, il faut être adhérent à l'UNM, l'Union de normalisation de la mécanique, et là, on a le droit de participer à des groupes de travail qui rédigent des normes. Donc, dans ces groupes de travail, on trouve évidemment des industriels, mais on trouve aussi les principaux concernés, et très souvent les prestataires d'étalonnage qui, eux, ont effectivement besoin de pouvoir déclarer la conformité et qui, eux, ne peuvent pas venir chez tous les industriels calculer des risques et des incertitudes pour savoir comment il peut dire si le pied à coulisse, le micromètre ou la clé dynamométrique est conforme. Et donc, en fait, on voit bien toutes les limites de l'exercice. C'est que quand on écrit des limites d'acceptation dans une norme, c'est souvent pour faire plaisir ou en tout cas pour offrir une solution à un vrai problème, mais cette solution, on l'offre aux prestataires d'étalonnage. Et évidemment que toutes les limites qu'on met dans ces normes ne peuvent pas satisfaire toutes les utilisations différentes du même type d'instrument de mesure dans l'industrie. Une balance de bouchée dans la métrologie légale, c'est toujours fait pour vendre de la viande, on le sait à l'avance, on sait mettre des limites. Par contre, un pied coulisse, évidemment, ça n'a rien à voir suivant qu'on l'utilise en plasturgie, en chaudronnerie ou en mécanique de précision. Si tant est qu'en mécanique de précision, on utilise des pieds coulisses. Mais pour bien dire que l'immensité des utilisations possibles de chaque type d'instrument de mesure interdit de fait qu'on puisse mettre des limites qui soient adaptées à tous les cas d'utilisation. Au pire, si on met une limite, et là je reviens sur ce que tu expliquais tout à l'heure Christophe sur la surqualité, c'est que c'est une limite qui doit satisfaire tout le monde, c'est-à-dire qui doit satisfaire le pire des cas, et il y a fort à parier que finalement dans d'autres contextes, et je vais vous donner un exemple, dans d'autres contextes, on pourra avoir des limites bien supérieures. Alors là, l'exemple que je vais donner, c'est un exemple sur les pipettes, sur les micro-pipettes. On avait conduit une étude chez Altamu, alors il y a des articles qui sont parus dans la presse, vous pouvez le retrouver sur notre onglet ressources sur le site internet. On avait conduit une étude pour un grand du pharmaceutique sur des micro-pipettes. La norme des micro-pipettes, pour ceux qui la connaissent, donne une erreur maxi de 0,8%. Je ne rentre pas dans les détails de comment on fixe cette 0,8%, qui est d'erreur max, c'est 0,8% de la capacité maximum de la micropipette. Donc, ce n'est pas la même chose quand on pipette en milieu d'échelle, par exemple. Dans la réalité, bon. Et du coup, on a conduit une étude chez ce grand industriel sur ces micropipettes. Et pour le convaincre, on a pris un exemple au hasard, enfin, c'est lui qui l'a choisi. Et dans cet exemple au hasard, alors que la norme dit que la pipette est conforme avec une erreur maxi de 0,8%, nous, on avait démontré que jusqu'à 15% d'erreur sur la pipette, ça n'impactait pas le résultat ou la qualité du résultat de la technique de dosage qu'ils mettaient en œuvre. Et on a étudié, suite à cette première étude, une quarantaine d'autres techniques qui avaient été jugées les plus sensibles aux pipettes. Et là, on est arrivé à dire que sur les 40 techniques, la pire exigeait une EMT de 4%. On était donc très très loin des 0,8%, sachant que les 0,8% non seulement étaient surexigeants, mais du coup généraient des non-conformités à tort, puisqu'on avait besoin de 4%, et ça conduisait l'entreprise à faire beaucoup d'études d'impact qui finissaient toujours par, globalement, on ne fait rien parce qu'il n'y a pas eu de risque industriel et il n'y a pas eu d'impact sur notre production. Le fait est qu'on avait passé beaucoup d'heures à dire ça, et pourquoi? Parce qu'on appliquait une limite qui n'avait rien à voir avec la limite qui était acceptable dans leur contexte à eux en particulier. C'est essentiel de comprendre ça, c'est essentiel de comprendre qu'il y a une norme qui nous dit qu'il ne faut pas mettre de limite. Et puis, c'est important de comprendre que malgré tout, on fait encore des normes qui datent de bien après 2006 et qui ne respectent pas cette exigence, tout simplement parce que c'est un grand flou, ces EMT, et que le laboratoire prestataire, il faut qu'il déclare une conformité. Et donc, à un moment, il faut qu'on ait bien des limites quelque part. Et du coup, le laboratoire peut vous dire non pas que l'instrument est conforme à votre usage, mais en gros, il vous dit qu'il est conforme à la norme. Voilà. Sauf que la norme, il n'est pas écrit le plus souvent qu'elle était elle-même conforme à votre usage. Donc, il y a plein de questions qui se posent, mais je te laisse continuer l'exposé, Christophe, parce que je sais que tu as des réponses à apporter. Alors, effectivement, ça c'était parmi les stratégies, c'était la première stratégie que j'ai estimée, que j'ai appelée stratégie basique. Maintenant, on a bien vu que l'incertitude de mesure intervient dans nos stratégies. Donc, on va voir comment utiliser cette notion d'incertitude de mesure pour le choix de l'EMT de nos équipements. Donc, la problématique, c'est l'incertitude de mesure. L'incertitude de mesure va impacter la décision qu'on va prendre, conforme, non conforme, réglage par réglage. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'estimer quelle est l'incertitude maximum qui est
acceptable sur notre processus de production. Et à partir de cette incertitude maximum, calculer l'incertitude qu'on a effectivement sur notre processus de mesure. Voilà, donc par une méthode 5M, je calcule, une méthode GUM classique avec mes 5M, je calcule l'incertitude que j'ai sur mon processus de mesure. J'ai déterminé pour accepter mon risque l'incertitude totale qui est acceptable. Finalement, l'excédent que j'ai entre ce que j'ai calculé et ce que j'accepterais, l'excédent que j'ai, je peux le donner à l'équipement. Donc cet excédent-là va me permettre de définir effectivement l'EMT acceptable pour mon équipement pour répondre à mes problématiques avec mon non-incertitude maximum sur mon procédé de mesure de production. Après, la question qu'on se pose, c'est OK, mais cette Umax, cette incertitude maximum, comment je la définis? Alors, je vous propose deux stratégies. La stratégie qui parle effectivement de la capacité de mesure, dit capacité de mesurage dans la norme ISO 98-4. L'idée, la problématique de l'incertitude de mesure, c'est qu'effectivement, elle nous gêne dans la prise de décision. Donc, pour éviter qu'elle nous gêne, on va dire, on va essayer d'avoir une incertitude négligeable. Maintenant, la notion de négligeable est assez vague. Négligeable, c'est toujours négligeable par rapport à quelque chose. Nous, notre problématique, c'est négligeable par rapport à ce qu'on veut mesurer, donc c'est par rapport à notre tolérance. Donc, naturellement, on va créer un indicateur, capacité, qui va comparer la tolérance à l'incertitude de mesure. Et on va avoir un rapport et essayer que ce rapport soit le plus grand possible. Si le rapport est grand, ça veut dire que l'incertitude est négligeable par rapport à la tolérance. Donc ça, c'est la constitution d'un outil, la capacité. Quand j'ai une grande capacité, ça veut dire que mes décisions sont plus pertinentes, que mon incertitude est négligeable par rapport à ce que je veux mesurer, par rapport à mon intervalle de tolérance. Donc, cette idée de capacité nous permet d'avoir une certaine assurance sur nos qualités de mesure. À partir de la on va juste faire une petite précision ici parce que je sais que ce concept de capacité est très en vogue. Bon, les gens qui me connaissent savent à quel point je le déteste parce qu'il ne veut pas dire grand-chose à mon avis, sauf dans le cas précis que tu viens de donner, c'est-à-dire que si le grand U, effectivement, si le coefficient de capacité, pardon, est très grand, c'est-à-dire que si le coefficient de capacité est grand, comme on le voit dans la petite relation mathématique, là, ça veut dire que U est petit devant la tolérance, et si U est tout petit devant la tolérance, on peut le négliger sans d'un problème, ça pose pas de question. Sauf que grand, ça ne veut pas dire un coefficient de capacité comme on le rencontre le plus souvent de l'ordre de 3 ou de 4. Grand, c'est un coefficient de capacité de l'ordre de 10 ou de 20 pour que ce soit grand. Parce que quand on est dans un ordre de 3, on ne peut pas dire que l'incertitude de mesure est négligeable, et auquel cas, avec un coefficient qui est de l'ordre de 3, en termes de risque, on ne sait absolument pas ce qu'on raconte. C'est très très important de comprendre ça. Ce concept de capacité, initialement, il est venu par la MSP, donc les gens qui font de la maîtrise statistique des procédés. Et quand on fait de la MSP, on a besoin de, par échantillonnage, calculer la moyenne et l'écart type de la production. Et du coup, pour calculer ça, on fait des mesures. Et à un moment, on se dit, il faut que l'impact de la qualité de nos mesures soit négligeable devant ce qu'on cherche, c'est-à-dire devant la dispersion du processus de mesure. Et là, je rappelle que dans le monde de la MSP, on dit que le coefficient de capacité acceptable, c'est-à-dire le fait que l'incertitude soit négligeable devant la dispersion du procédé, c'est 10. Donc, on est loin des 3. Voilà, 3, c'est parce que comme on a du mal à atteindre 10 en général, on s'est dit, bon, on n'a qu'à mettre 3. Comme ça, 3, on y arrive plus facilement. Voilà. Sauf que du coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est ce que tu dis après, je le lis, parce que quand on a des capacités de l'ordre de 2, 3 ou 4 ou 1, on ne sait pas parler en termes de risque, on sait juste dire que l'incertitude est grande devant la tolérance, mais c'est très très compliqué de calculer un risque derrière ce coefficient de capacité. C'est important de comprendre ça. Bien sûr, on a tendance, parce que là encore c'est un peu arbitraire, un peu facile, à se réfugier derrière un coefficient qu'on va fixer un petit peu comme ça au petit bonheur la chance et qui permet d'être satisfaisant parce qu'on arrive à l'atteindre, mais ce n'est pas parce qu'on arrive à l'atteindre qu'on ne génère pas de risque dans la prise de décision. Très très important de comprendre ça, je te laisse la parole. Voilà, donc effectivement, à partir d'une capacité arbitraire, on va définir notre Umax et appliquer la stratégie que j'ai dit plus tôt. Dans l'Umax, on va regarder la place qu'on laisse pour l'équipement. Et comme dit Jean-Michel, le problème, c'est la détermination de cette capacité. Comment je la choisis? Effectivement, classiquement, on a des 3 ou des 4 qui sont préconisés. Et effectivement, quand on regarde le monde du MSP
et notamment le MSA, lui, il dit plutôt une capacité de 10 ou de 15, qui est très, très difficile à avoir. Le problème de cette capacité, c'est que le chiffre est arbitraire, il n'est pas justifiable par une notion de risque. Ou alors, il faut rajouter plus d'informations. Mais toute seule, la capacité ne permet pas de définir un risque. Donc, ça, c'est une stratégie, on va dire, assez pratique, mais finalement, elle ne répond pas tout à fait à la problématique de est-ce que je couvre ou pas mon risque. Ok. Donc, pour effectivement travailler sur le risque, on va essayer de regarder plus un autre paragraphe de la 98-4. D'ailleurs, je parle de cette norme-là. On va faire un petit sondage pour savoir si ce document, est-ce que vous le connaissez? Donc, on va lancer un sondage. Voilà, le sondage est lancé. Donc, je vous laisse répondre à la question. Connaissez-vous l'ISO 98-4? Alors, peut-être que les gens ne la connaissent pas par sa référence normative, mais c'est une norme en fait qui est parue en 2012 dans la collection ISO, qui a été traduite en français immédiatement et en 2013. Et en fait, c'est une norme qui émane d'un document du BIPM, on va le dire comme ça, plus précisément du JCGM, c'est-à-dire ces gens qui écrivent le GUM et le VIM, c'est-à-dire nos documents de référence à l'échelle monde pour la métrologie. Et ces gens-là ont écrit un document qui s'appelle le JCGM 106 et qui explique comment on doit considérer l'incertitude de mesure dans la prise de décision, et notamment donc comment on doit considérer l'incertitude de mesure pour calculer les risques liés à des décisions. Alors cette norme, elle est assez complexe. Elle a été traduite très vite en français, mais on a eu le besoin au niveau français, on a ressenti le besoin d'écrire un fascicule de documentation qui, lui, a été édité il y a 1 an ou 2, qui s'appelle le FDX 07039 et qui essaye de vulgariser un peu plus les concepts de cette norme. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas sa référence, c'est cette norme c'est la nouvelle norme qui émane des plus hautes instances internationales en métrologie et qui explique comment on considère l'incertitude de mesure dans la déclaration de conformité. Je ne suis pas très, très surpris que le sondage donne les résultats qui viennent de s'afficher. Il faut savoir qu'une norme, en général, elle met une bonne dizaine d'années à commencer à rentrer dans les mœurs. Donc, vous voyez, elle a été publiée en 2012, donc on n'est pas encore en 2022. Et voilà. Par contre, je pense que tous les métrologues doivent vraiment s'y intéresser parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce document. Il y a une approche très, très innovante sur la prise en compte de la qualité des mesures, mais aussi de ce qu'on connaît du mesurand, puisqu'il est rare quand même dans le monde industriel que quand on fasse des mesures, on ne sache rien à l'avance sur ce qu'on va mesurer. Et donc, cette norme nous dit comment on prend en compte cette connaissance qu'on a a priori de l'objet à mesurer pour calculer les risques. Et elle définit plusieurs types de risques. J'invite vraiment tous nos invités ce matin à se renseigner sur ce document, puisque beaucoup ne le connaissent pas. Il faudra beaucoup de temps pour le digérer, hein, au même titre que le GUM qui est sorti en 1995. Et bien, on fait encore des formations presque 20 ans après, enfin plus de 20 ans après, sur le GUM. Donc ce document-là, il faudra du temps pour le digérer, mais il est vraiment d'une richesse infinie. Et je ne peux qu'inviter vraiment tout le monde à le regarder de près. En tout cas, nous, on est en mesure de vous aider à le comprendre, ne serait-ce que comme ça, à travers des échanges informels sur les réseaux sociaux ou par mail. N'hésitez pas à nous interroger. D'accord, donc l'autre stratégie, quand je reviens sur la notion des stratégies de choix de MT, donc l'autre stratégie pour déterminer l'UMAX, l'incertitude de mesure maximum que j'accepte sur mon processus de mesure, c'est effectivement se baser sur le risque. Et donc, le document l'ISO 98-4 ou JCGM 106, comme l'a dit Jean-Michel, vous permet de faire ce type de calcul en prenant en compte la notion de la forme de ma production, mes tolérances et mon incertitude de mesure. Donc, à partir de ces 3 paramètres, je peux calculer, définir un risque. Et donc, une fois que j'ai défini mon risque et mon UMAX acceptable pour ce risque-là, à partir de l'UMAX, même principe que tout à l'heure, ça me permet de définir quelle est la place que je laisse pour mon équipement dans cette UMAX-là. Donc ça, c'est la stratégie, on va dire, incertitude de mesure et risque. Oui, Jean-Michel? Oui, alors sur ce slide,
Je vais en profiter pour donner une information, parce qu'effectivement, quand on lit la norme, bon, quand on lit le document JCGM 106, c'est pire que le GUM, donc on le referme tout de suite, hein. On ne va pas très très loin dans le document. J'espère que le FDX 07039 que j'ai eu le plaisir d'animer, en tout cas sur la fin, est plus accessible, parce que l'objectif c'était vraiment la vulgarisation. Mais je voudrais rassurer tout le monde pour dire que tous ces calculs-là, on ne les fait pas à la main avec une feuille de papier et un crayon. Ce sont des ordinateurs qui font les calculs. Ce qu'il faut, c'est en comprendre la substance, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se cache derrière des calculs qui peuvent être très très compliqués. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand un ordinateur sait faire le calcul, il suffit qu'il y ait un programme qui lui permette de faire les calculs. Et cet été, le LNE a mis en ligne gratuitement un logiciel dont j'ai perdu le nom, mais qu'on doit pouvoir retrouver facilement et qui permet de calculer ces risques. Quant à nous, Deltamu, on a mis une feuille Excel déjà depuis 5 ou 6 ans sur notre site internet, et qui permet effectivement lui aussi de faire les mêmes calculs de risque, et notamment de ce qu'on appelle la bande de garde, c'est-à-dire quand on a une incertitude trop grande, et ben comment on réduit les tolérances, et sûrement pas en enlevant l'incertitude des tolérances, que des fois ceux qui ont essayé de le faire ont bien vu que ça ne marchait pas, parce qu'il ne reste plus rien pour déclarer la conformité. Mais cette norme, elle donne des stratégies calculatoires pertinentes pour définir des bandes de garde qui permettent, malgré une incertitude non négligeable, de limiter le risque. Alors soit le risque client, soit le risque fournisseur. L'objectif du webinaire, c'est pas de rentrer dans les détails du 88-4, mais sachez que derrière ce document, il y a aussi, bien sûr, des possibilités d'adapter les tolérances quand on n'est pas capable, ou quand il est trop cher d'avoir des incertitudes de mesure plus faibles. Voilà, donc vraiment important. Les calculs sont compliqués, mais il y a des logiciels gratuits pour les faire. Je vous invite à les consulter, à les challenger, à les utiliser, à comprendre comment ils fonctionnent. Mais l'excuse de ne pas les utiliser, ces stratégies-là, ce n'est pas un problème de calcul. Je le redis, ce sont les machines qui font les calculs. Donc voilà pour cette stratégie de définition de l'EMT. Donc, hop, je vous rappelle un petit peu la notion de capacité, la notion de risque. Et là, je vais rentrer dans une troisième stratégie, ou on va dire une troisième remarque par rapport aux stratégies que je vais évoquer. C'est que quand on parle d'EMT, on parle d'erreur maximum tolérée, mais une erreur de mesure, on sait bien qu'il y a deux composantes. Une composante erreur systématique et une composante erreur aléatoire. Donc, quand on regarde un équipement et puis qu'on dit bah, je tolère tel EMT, on parle de l'erreur systématique, on parle de l'erreur aléatoire. Bien entendu, on parle d'une composition des deux. Et je voudrais insister sur le fait que les composantes systématiques ou les composantes aléatoires n'ont pas le même impact sur le risque qu'on va prendre avec l'équipement par rapport à la mesure. Donc, pour essayer de poser cette problématique-là, je vais vous proposer un exemple pour vous montrer qu'une erreur systématique sur un équipement ou une erreur aléatoire sur un équipement, même si dans les deux cas, l'équipement est conforme à ces EMT, n'a pas du tout le même impact. Donc, je prends un exemple, un cas de figure où j'ai une tolérance à mesurer et je prends mon équipement et j'ai un résultat de mesure qui est donné ici. Mon équipement, sur ce résultat de mesure, il y a une certaine EMT que j'ai définie en vert. Donc ça, c'est les EMT de mon équipement que j'ai mis autour de mon résultat de mesure. Là, il s'avère que mon équipement que j'ai utilisé, je l'ai étalonné et je me suis aperçu qu'il y a une erreur systématique sur cet équipement-là, et uniquement systématique. Là, je pars du principe, j'ai une erreur systématique et pas d'erreur aléatoire. Okay, donc, mon équipement, quand je mesure à cet endroit-là, bah, la valeur vraie, finalement, elle est ici. Comme mon équipement est dans ses tolérances, dans ses EMT, je l'ai déclaré conforme et je l'utilise. Quelle est la conséquence du fait que mon équipement ait une erreur systématique? Ben, dans ce cas de figure-là, je sais que dès que je vais avoir un résultat de mesure ici, systématiquement, la pièce que je mesure, je peux dire qu'elle est non conforme. Par contre, dans le même cas de figure, c'est-à-dire j'ai des tolérances, j'ai un résultat de mesure qui est placé ici à côté de ma tolérance, j'ai un équipement qui a les mêmes EMT, mais là, l'équipement que j'ai à ma disposition, il ne présente pas d'erreur systématique, mais il présente des erreurs aléatoires. C'est-à-dire que bah, dans mon étalonnage, les résultats, je les ai eus un petit peu là-dedans, mais donc
dans cette dispersion-là, mais mon équipement, il est conforme. C'est-à-dire que toutes mes erreurs de mesure, la dispersion que j'ai eue sur mes erreurs de mesure, elles étaient dans mes EMT. Donc cet équipement-là, il est dans les EMT, il est conforme, j'ai des erreurs à caractère aléatoire, je l'utilise. Dans ce cas de figure-là, quand j'ai un résultat de mesure qui est positionné ici, la valeur vraie, elle peut être ici, 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 ici. C'est-à-dire qu'avec avec une erreur à caractère aléatoire de mon équipement, je ne peux pas dire si ma pièce mesurée, elle est conforme ou non conforme. Elle a une chance d'être non conforme et une chance d'être conforme. Donc là, mon exemple, il sert juste à montrer que, suivant si j'ai une erreur systématique ou une erreur aléatoire, l'impact sur la conformité de la valeur vraie de ma pièce n'est pas du tout la même. Donc, l'idée, c'est de se dire, oui, il faut séparer ces notions-là d'erreur systématique et d'erreur aléatoire dans le choix de l'EMT de mon équipement. Donc là, Christophe, j'aimerais intervenir effectivement pour inciter sur ce point. C'est là encore essentiel. En métrologie légale, on le redit, on ne calcule pas des risques de se tromper sur la quantité de patates qu'il y a dans le sac. On détermine la conformité d'un instrument de mesure par rapport à des préconisations, donc des EMT, suivant un protocole qui est le même pour toutes les balances de tous les primeurs. Et du coup, on se moque un peu de savoir si sur les 5 points, on a trouvé une erreur de plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, qui ressemble à une erreur systématique, ou une erreur de 0, plus 10, moins 20, moins 10, 0, plus 10, moins 10. Dans les deux cas, on a une erreur maxi de 10, sauf que dans le premier cas, elle est de type systématique et elle engendre des problèmes au moment de la mesure qui sont ceux que tu montres sur le slide ici et la figure de gauche. Et dans le deuxième cas, c'est une erreur plutôt de type aléatoire et du coup, avec la même EMT, ce qui n'est pas grave, je le redis en métrologie légale, il y a moins de chances qu'on soit hors tolérance que c'est la figure de droite. Donc ça, c'est essentiel de comprendre. La métrologie légale, elle a inventé les EMT, elle a inventé les étalonnages vérification en N points arbitraires, et du coup, elle peut statuer sur la conformité de l'instrument parce qu'elle ne s'intéresse pas au risque qui va être associé à la mesure qui sera faite avec cet instrument. On n'est pas dans un monde de risque dans la métrologie légale, on est dans un monde de loyauté. Dans la métrologie industrielle, on a malheureusement, me semble-t-il, copié-collé cette organisation. Donc, on fait à peu près la même chose, on fait des points, on regarde l'erreur la plus grande, et puis on regarde si c'est comparé à une EMT, et c'est conforme ou non conforme. Je ne parle pas des incertitudes d'étalonnage, ce n'est pas l'objet, mais évidemment, on en tient compte ou on n'en tient pas compte. D'ailleurs, peu importe, ce n'est pas le débat tout de suite. Mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même monde, alors qu'on fait la même chose. Voilà. Bon, je profite de ce slide pour rappeler qu'en 2008, le VIM a changé. En 2008, le VIM, il a expliqué que dorénavant, un étalonnage, ce n'était pas simplement des points et des écarts, c'était dans une phase 1, des points et des écarts, bien évidemment, mais dans une phase 2, un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, on doit écrire, quand on fait un étalonnage conforme à la définition du VIM 2008, du VIM 3, donc ça fait 12 ans déjà, on doit non seulement faire des mesures, mais on doit aussi écrire un modèle, et ce modèle, il permet en fait d'envisager, d'extrapoler ce qui se passe sur les points qu'on n'a pas vus. Parce que dans la métrologie industrielle, on n'a pas forcément d'approbation de modèle. On ne sait pas ce qu'a fait le fabricant. Donc, il nous livre un instrument de mesure, on le regarde en quelques points, et le VIM nous dit, ces quelques points, il faut essayer d'écrire le modèle, c'est-à-dire l'équation qui va permettre de transformer la valeur mesurée en valeur vraie. Et cette transformation, en fait, elle revient à corriger les effets systématiques de l'instrument de mesure. Si je connais le modèle de mon instrument de mesure, en gros, je vais pouvoir corriger ma valeur mesurée et ne restera plus, et tu l'as dit tout à l'heure, un instrument, c'est un mélange de systématique et d'aléatoire, ne restera plus après correction que la partie aléatoire de l'instrument. Donc, on peut ramener nos instruments, si on fait des étalonnages conformes au VIM, qui est quand même notre document de référence, et qui date de 12 ans maintenant, donc il serait temps de s'y mettre, on est capable à la fin d'un étalonnage de faire la part des choses entre l'effet systématique et l'effet aléatoire. Je sais qu'après tu nous dis comment, tu vas nous expliquer comment on peut garder les deux dans la même EMT, mais si on corrige et si on décide de corriger, alors on n'a plus cette question de l'effet systématique puisqu'il va être corrigé grâce au résultat d'étalonnage. Là encore, il existe des logiciels gratuits pour faire ça.
Donc, ce n'est pas un problème de calcul, puisque les logiciels qui existent, alors il y en a un qui est là encore, et c'est bien son rôle, distribué gratuitement par le LNE qui s'appelle RegPoly, mais un autre qui est distribué par le CFM et qui s'appelle MCARE. Pour la petite histoire, MCARE a été développé chez Deltamu, mais c'est le Collège français de métrologie qui le distribue. Ce sont 2 logiciels gratuits qui, sur la base des résultats d'étalonnage, sont capables de faire ce calcul du modèle et de donner comme conclusion quelle est la part systématique et quelle est la part aléatoire de l'instrument de mesure. Voilà. Et quand on a ces informations-là, eh ben, on peut envisager de calculer une incertitude de mesure proprement, c'est-à-dire pas mélanger des effets systématiques, il ne suffit pas de les diviser par racine de 3 pour qu'ils deviennent aléatoires. Donc on peut, dans l'incertitude, mélanger des effets systématiques et des effets aléatoires pour ensuite regarder qu'est-ce qui se passe en termes de risque. Si ce mélange il est satisfaisant, eh ben, si le risque est maîtrisé, il est couvert, comme tu l'as dit Christophe, eh ben, tout va bien. Et si le risque n'est pas couvert, soit je change l'instrument de mesure, soit s'il a une erreur systématique impactante, eh ben, je corrige l'erreur systématique pour avoir un risque qui devient couvert sans avoir fait autre chose qu'une petite opération mathématique entre la valeur mesurée et la valeur corrigée, sachant que l'équation devrait être donnée au moment de l'étalonnage, donc par le prestataire d'étalonnage. Je te relaisse la parole. Alors, il y a une petite question qui est revenue plusieurs fois, c'est une erreur systématique, je l'ajuste et il n'y a plus de problème. Alors, ce que je vous présente, c'est effectivement le cas d'école où je n'ai que du systématique et où je n'ai que de l'aléatoire. Donc ça, c'était pour cas d'école pour voir l'impact. Dans la réalité, les deux sont mélangés. Alors oui, comme dit Jean-Michel, je pourrais faire les choses proprement et essayer de supprimer la part systématique avec les outils qu'on a à notre disposition et finalement ne garder que la part aléatoire. Maintenant, dans la vraie vie, effectivement, on a tendance à regarder les EMT. Si mon équipement il est dedans, je ne regarde même pas si c'est aléatoire ou systématique. À partir du moment où mon équipement me donne un résultat dedans, je considère que mon équipement est apte à l'utilisation, sans regarder si c'est systématique et aléatoire. Donc par rapport à la question, des questions récurrentes qui sont posées sur si je vois un effet systématique, je le corrige. Le problème, c'est que peut-être que suite à l'étalonnage, il ne m'est pas présenté comme un effet vraiment systématique ou aléatoire. Justement, c'est assez flou et c'est pas forcément bien défini. Donc là, effectivement, c'était un cas d'école. Vas-y, Jean-Michel. Oui, pour repréciser, malheureusement, ça serait trop simple. Alors, on a animé, avant les congés, on a animé un webinaire sur la modélisation des résultats d'étalonnage. Donc, on peut proposer à nos invités de ce matin de regarder sur notre chaîne YouTube, donc Deltamu, la chaîne Deltamu, le webinaire en replay et la réponse aux questions, nombreuses questions qui avaient été posées. Malheureusement, quand on fait de l'échantillonnage, c'est-à-dire quel que soit l'étalonnage qu'on va faire, on fait un échantillonnage, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder toutes les graduations, toutes les valeurs possibles que l'instrument peut donner. On va en prendre quelques-unes. Donc, dès qu'on dit échantillonnage, on a incertitude. Et puis, on a également un autre problème à l'étalonnage, c'est que quand on fait l'étalonnage, on a aussi des erreurs qui sont celles du laboratoire d'étalonnage, qui n'ont rien à voir avec celles de l'instrument de mesure. Donc, ces erreurs du laboratoire se mélangent avec les erreurs de l'instrument sur une collection qui n'est qu'un petit échantillon des possibilités de l'instrument de mesure. C'est de cet échantillon-là, avec toutes ces incertitudes-là, qu'il faut tirer la part éventuellement systématique et la part aléatoire de l'instrument de mesure. Mais une fois qu'on a dit ça, on aura malheureusement toujours une incertitude sur la part systématique. Donc, on fera une correction qui sera entachée d'incertitude. Et puis, de toute façon, à l'utilisation de ce moyen, on aura aussi l'expression de ses propres paramètres, ses propres caractéristiques aléatoires, mais aussi tout ce qui va venir du processus de mesure au moment de son utilisation. Autrement dit, il ne suffit pas de corriger une valeur mesurée par une équation qui est donnée à l'étalonnage pour ne pas avoir d'incertitude de mesure dans la vie de tous les jours. On peut réduire l'incertitude dans la vie de tous les jours. On peut surtout réduire le risque parce qu'on voit bien que quand on a un effet systématique, et ben là, le risque, il explose parce que du coup, toutes les valeurs on ne bénéficie pas du caractère aléatoire de l'erreur systématique. Donc, du coup, on fait augmenter de façon considérable le risque. Donc, on peut corriger une partie de la qualité de la mesure avec la connaissance de l'équation de correction, mais évidemment, il restera quand même une incertitude de mesure. Bon, ceci dit, tout n'est pas perdu. Dans le guide 98-4, on parle de, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on parle pour calculer les risques d'une loi a posteriori, c'est-à-dire d'être capable, quand on a un résultat de mesure, de dire, bon, je mesure ça, mais sachant tout ce que je sais, c'est-à-dire
ma connaissance a priori. Voilà. Je sais que quand je mesure telle entité, je sais que elle doit être par là parce que mon procédé, je le connais depuis longtemps et donc j'ai assez d'informations sur lui et je sais qu'il disperse, mais je sais de comment il disperse. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais j'ai une connaissance a priori, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis je sais aussi que quand je fais une mesure, que je corrige ou je ne corrige pas, j'ai une incertitude de mesure. Et bien quand on a ces informations, on est capable de déterminer une loi a posteriori. Et cette loi a posteriori, elle est de meilleure qualité que la mesure prise toute seule. Autrement dit, ce guide nous explique quelque part comment on peut dire je mesure 10,12, mais sachant tout ce que je sais, c'est-à-dire mon incertitude de mesure, son effet systématique, son effet aléatoire, sachant ce que je m'attendais à trouver, donc la connaissance a priori, alors mathématiquement, je peux démontrer que c'est plutôt 10,10. Et donc, on a ici la possibilité d'utiliser l'incertitude de mesure pour raffiner, pour améliorer la qualité d'une mesure et avoir une valeur qui est plus proche statistiquement, probablement plus proche de la valeur vraie que la simple valeur mesurée. C'est cette stratégie qui fait l'objet de ce qu'on appelle dorénavant chez Delta Mu le BMR, Bayesian Measurement Refinement. Pour ceux que ça intéresse, on a publié beaucoup d'informations et beaucoup d'articles là-dessus, notamment sur notre blog smartmetrology.com. Vous pourrez trouver des articles sur le BMR, vous tapez en mot-clé BMR et vous comprendrez comment on peut utiliser toute l'information pour améliorer, pour raffiner une mesure et pas simplement subir une mesure qui, elle, a été l'objet de beaucoup de perturbations dans le cadre de sa réalisation. Voilà, suite à ces digressions et remarques qu'on a faites là, donc sur cet aspect de erreur systématique, erreur aléatoire, pour connaître le risque de l'EMT, on a dit que ça dépendait, est-ce que l'erreur elle était à caractère systématique ou est-ce que l'erreur était à caractère aléatoire? Je dois être capable de définir l'impact qu'a une erreur systématique, une erreur aléatoire, et donc quand les deux sont mélangés, savoir si je suis à l'intérieur de mon triangle où l'erreur est acceptable, qu'elle soit systématique ou aléatoire, ou bien si je suis à l'extérieur de mon triangle, ah ben là, mon risque est plus grand que le risque attendu. Donc ça, je devrais être capable de le faire pour l'ensemble des points de mon équipement. Et donc, je vous oriente vers un article qu'a écrit Jean-Michel sur cette idée-là, sur notre blog. Donc l'idée de, en prenant le caractère systématique et aléatoire, on doit être capable de définir une zone dans laquelle le modèle de notre équipement doit être présent pour respecter un risque donné. Pour vous inviter, Christophe, je pense que c'est pas très facile la figure, mais ce qui convient de préciser, effectivement de renvoyer vers l'article qui lui a un caractère pédagogique et qui essaye d'expliquer dans le détail les choses, c'est que quand on parle d'EMT dans la métrologie légale, je le redis, on se moque de l'effet systématique et effet aléatoire. Quand on parle d'EMT, et si on veut parler d'EMT dans l'industrie, il faut dissocier, il faut différencier la part de type systématique et la part de type aléatoire. C'est ce qu'on voit sur la figure en haut à gauche, ce triangle. C'est-à-dire que si j'avais 0 biais, donc si j'avais 0 biais, donc là on est sur l'ordonnée de l'axe, alors je pourrais avoir un écart type, donc une erreur aléatoire de mon instrument de mesure grande. Après, si je commence à tolérer du biais que je ne corrige pas, donc je me déplace sur l'axe des X, et bien évidemment, comme je consomme du risque à cause de ce biais que je ne corrige pas, alors je dois diminuer la part aléatoire pour faire en sorte que le risque reste maîtrisé. C'est exactement les concepts de CP-CPK quand on fait de la maîtrise statistique des procédés. Et on voit bien que si j'avais un biais complètement maximum, il ne faudrait plus que j'ai d'écart type du tout pour être sûr que en termes de risque, je suis toujours en dessous de la limite de tolérance quand je fais une mesure non corrigée. Quand je corrige, on peut considérer que le biais est à 0 et donc on n'est plus dans ce triangle, mais on est effectivement dans un intervalle dans lequel on doit accepter un certain écart type. Je vous rappelle que quand on fait un calcul d'incertitude de mesure, on n'utilise pas les erreurs maximum, mais les variances. Et donc, le laboratoire d'étalonnage serait mieux inspiré de nous donner la variance de type aléatoire qui provient d'un instrument de mesure, ce que conduit à faire une modélisation, plutôt que de nous donner l'erreur la plus grande qu'il a mesurée sur 5 points, sachant que l'appareil peut en compter 10 000 points. Et ce n'est pas parce que j'en ai trouvé une grande, enfin la plus grande des 5 ne me donne aucune information sur la plus grande des 10 000, et il est très peu probable quand même qu'à chaque fois que je prends que 5 points sur une étendue de mesure, je tombe systématiquement sur l'erreur la plus, enfin sur le point qui présente la plus grande erreur. Chacun comprend évidemment
que sur l'étendue de mesure, il peut y avoir beaucoup d'autres points avec une erreur bien plus grande que ce qu'on a vu au moment de l'étalonnage. Cette pratique, elle va dans la métrologie légale, elle ne répond pas à des besoins, en tout cas en matière de risque, dans la métrologie industrielle. Donc voilà, il faut comprendre ce triangle. Et alors après, la boîte de Toblerone, eh ben, c'est simplement que l'appareil il a une étendue de mesure et que du coup, l'incertitude de mesure, elle évolue en fonction de l'étendue. Si je mesure avec un pied à coulisse autour de 10 mm, il ne se passe pas la même chose qu'autour de 500 mm. Et c'est pour ça qu'on a une boîte de Toblerone, là, enfin, en réalité, notre triangle s'élargit à la fin en général parce qu'il y a plus d'incertitude. Et notre spaghetti, qui est représenté ici, représente l'erreur systématique que je ne corrigerai pas, mais elle existe. Et donc, du coup, tant qu'elle est dans la boîte, eh ben, ça veut dire que le risque est maîtrisé. Et dès que le spaghetti sort de la boîte, que ce soit dans le plan du biais ou dans l'axe de la dispersion, eh ben, ça veut dire qu'on a une incertitude de mesure trop grande et qu'on peut déclarer la non-conformité de l'instrument de mesure. Et pourquoi c'est pas un spaghetti et c'est un spaghetti, pardon, et pas un point, c'est que l'idée du spaghetti, c'est d'expliquer que quand on fait un étalonnage, on a des incertitudes d'étalonnage, donc on n'a pas un point, on a c'est pas en fait, c'est pas un cercle qui matérialise l'incertitude sur le biais d'un côté et l'incertitude sur la variance de l'autre. En fait, c'est plutôt un œuf pour des raisons statistiques. Mais bon, l'exemple du spaghetti, c'est pour dire qu'il y a un doute sur la partie aléatoire, il y a un doute sur la partie systématique, et c'est pour ça qu'on n'a pas une droite, mais qu'on a un spaghetti pour exprimer le doute à cause des phénomènes au moment de l'étalonnage. Voilà. On a d'ailleurs un petit sondage par rapport à ça. Donc, comme tu parlais, le VIM préconise 2 étapes, dont la deuxième étape, c'est une modélisation des résultats d'étalonnage. Et donc, on a une question par rapport à ça. Est-ce que vos prestataires, ou vous-même, appliquez cette phase 2, donc la modélisation, dans les étalonnages que vous effectuez? Donc, on vous laisse répondre à cette question-là, qu'a déjà développé quand même Jean-Michel. Oui, absolument. Je pense que ça, il est probable que peu de personnes répondent oui, malheureusement, parce qu'effectivement, ça peut paraître un peu complexe. Il faut reconnaître qu'il y a une difficulté apparente. Hein. C'est un peu comme courir un semi-marathon. On ne peut pas courir un semi-marathon quand on n'a pas d'entraînement. Néanmoins, si on s'y met, ben, on finit par courir un semi-marathon, voire même un peu plus. On a des exemples chez Delta Mu, notamment Olivier, qui fait des merveilles sur des parcours bien plus longs que des marathons et qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça et qui au début, ben, il ne courait pas 100 km. Quoi. Voilà. Donc il y a effectivement un effort à faire pour acquérir la conscience de ces questions-là et les compétences pour les traiter. Mais je le redis, les logiciels pour faire ça sont gratuits, disponibles sur le marché. Donc je crois vraiment qu'il faut que les métrologues se saisissent de cette question et soient peut-être même un petit peu plus exigeants vis-à-vis de leurs prestataires pour ceux qui sous-traitent, en leur demandant bon, depuis 30 ans, vous nous remettez des tableaux avec des écarts, ça serait bien qu'on ait des équations et qu'on ait la part systématique et la part aléatoire, parce que sans ça, on ne peut pas calculer de risque, tellement les impacts sont différents. Donc, je ne suis pas très surpris des réponses. Effectivement, beaucoup ne le font pas encore, mais je veux bien parier que dans les années qui viennent, puisque maintenant le VIM a une douzaine d'années, on peut imaginer que dans les 5 à 10 ans qui viennent, cette modélisation deviendra de plus en plus quotidienne. Quoi. Enfin, ça sera une prestation classique, alors qu'aujourd'hui, elle reste assez exceptionnelle. Et je le redis, elle n'a pas de coût, puisque c'est des logiciels qui font les calculs, et on peut faire la modélisation avec les mêmes résultats d'étalonnage que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est juste histoire de comprendre comment marche le fichier Excel pour mettre les valeurs dedans. Donc, ce n'est pas un effort surhumain à faire, en tout cas pour ceux qui nous vendent des étalonnages. Donc voilà pour l'aspect effectivement des stratégies, la stratégie qui concerne les notions d'incertitude de mesure, avec effectivement le dernier point plus complexe sur la notion, les EMT, il y a une partie systématique, une partie aléatoire. Et donc là, j'aimerais passer sur la dernière stratégie, la notion de comparaison inter-instruments. Donc on va déjà expliquer le contexte, hein, avant de voir tout de suite le lien avec le choix des EMT. Donc le contexte, il est le suivant. Les EMT, enfin les équipements de mesure, on les étalonne pour voir s'ils sont effectivement conformes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étalonnage ne concerne que certains points et que le raccordement a principalement été fait par le constructeur. Le constructeur, lui, il a regardé chacun des points de sa balance, il a construit un système pour que chacun des points de sa balance réponde à l'exigence et non pas 5 points choisis par l'étalonneur.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les points choisis par le constructeur sont bien conformes ou reliés à la référence internationale, donc la question de raccordement. Comment il fait pour raccorder tout ça? Il utilise des masses qui sont elles-mêmes raccordées à l'étalonnage, à l'étalon international, et chacun utilise la même stratégie, c'est utiliser des masses qui sont raccordées. Chaque constructeur va utiliser la même stratégie pour raccorder chacun des points de sa balance. Donc, au final, quand toutes les balances qui sont construites par différents constructeurs, on en a pris 3, il y en a d'autres, chacun a utilisé effectivement la même stratégie pour raccorder sa balance. Donc du coup, au niveau de l'entreprise, quand on utilise plusieurs balances, un groupe de balances, et qu'on leur fait mesurer un même objet, c'est pas étonnant qu'elles donnent des résultats qui soient très très proches les uns des autres. C'est l'objectif, et par construction, elles sont faites comme ça. Donc l'idée, c'est de se dire, puisque tout est fait comme ça par construction, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette propriété qui est, quand je prends un objet quelconque qui est stable, si je le fais mesurer par toutes les balances de mon entreprise, elles vont donner toutes le même résultat, le même aux petites variations près, aux petites incertitudes près. De cette idée-là est née la notion de comparaison inter-instruments. Plutôt que d'envoyer toutes les balances en étalonnage, qui peut être une opération, enfin envoyer en étalonnage, excuse-moi, les balances, on ne les envoie pas en étalonnage, plutôt que d'envoyer tous mes équipements en étalonnage, faire une opération de surveillance par une pièce de référence que je fais mesurer par tous mes équipements et j'observe le résultat, normalement tous les équipements doivent donner des résultats similaires. Si les résultats sont similaires, il y a de grandes chances que ça veut dire que tout se passe bien dans mes équipements. Si je commence à avoir un équipement qui a un résultat différent des autres, là, je peux me poser la question, est-ce que c'est normal d'avoir un résultat si éloigné des autres? Et je peux commencer à dire, oui, lui, j'ai un doute, je l'envoie en étalonnage. Donc ça, c'est effectivement la notion de comparaison inter-instrument. Jean-Michel, des choses à dire avant que sur cette Oui, alors, approche de la comparaison pour inter-instruments? nous, oui, pour nos invités, c'est peut-être pas encore tout à fait clair en quoi les C2I répondent à la question des EMT, mais on va le préciser. Non, pour l'instant, c'était une petite remarque en relisant notre PowerPoint. Et si tu veux revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît, Christophe. Pour les experts du domaine, vous aurez noté qu'on a un petit peu de temps de retard, puisque on a parlé de notre masse de poids étalon, enfin notre jeu, là, notre coffret de masse étalon, et qui fait référence au kilogramme matérialisé du pavillon de Bretagne, mais tout le monde sait qu'il a changé et que maintenant, la référence en termes de masse, ce n'est plus le kilogramme du pavillon de Bretagne, mais c'est la balance du watt. Il faudra qu'on actualise notre slide, Christophe, pour la prochaine utilisation. faut qu'on Oui, se tout à fasse nous fait. aussi Oui, aux évolutions. effectivement, ça a bougé. Effectivement. Voilà. Il y a plus, Donc, c'était juste tout à pour fait. la préciser ça. Alors, Donc, oui, effectivement, en quoi les C2I, on peut peut-être préciser, en quoi les C2I peuvent être une réponse à la question des EMT. Je crois que c'est dans le paragraphe du fascicule de documentation. Donc, les C2I sont normalisés. Hein. Il existe un guide, c'est le FDX 07041, qui traite des comparaisons inter-instruments. Et en fait, on dit qu'on fait des comparaisons inter-instruments, c'est-à-dire qu'on regarde les résultats qu'on obtient sur une entité, connue ou pas connue. On peut utiliser une entité non connue, donc un caillou. On regarde si des instruments différents donnent une valeur statistiquement identique sur un objet, même si on ne le connaît pas. D'accord? Donc, on définit les règles du statistiquement, ça veut dire quoi? Mais surtout, on dit qu'on mélange les instruments. Donc, dans une même C2I, on ne peut pas mélanger des pieds à coulisses au 1/20e avec des micromètres au micron. Donc, du coup, on dit dans la définition d'une C2I qu'on prend les instruments d'un même périmètre. En fait, on définit des périmètres. Et ce périmètre, c'est l'ensemble des instruments qui peuvent être utilisés l'un pour l'autre dans le quotidien de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait des C2I, on compare les résultats qu'obtiennent
des instruments de mesure qui sont mis en œuvre, non pas dans des conditions d'étalonnage, mais dans des conditions réelles d'utilisation, on les compare entre eux et on mélange, on fait cette comparaison avec des instruments qu'on aurait pu utiliser l'un pour l'autre dans le quotidien de l'entreprise. Et là, on peut comprendre pourquoi ça a quelque chose à voir avec les EMT. Parce que si vous dites tous les instruments que je peux utiliser l'un pour l'autre au quotidien dans mon entreprise pour prendre des décisions, ben, s'ils donnent tous statistiquement la même valeur, il est très peu probable, voire quasi impossible, qu'ils soient tous non conformes. Parce que si tous mes instruments étaient utilisés de façon non conforme au quotidien, alors il y aurait des conséquences chez mes clients qui ne seraient pas contents et j'aurais plus de clients et donc je ne serais plus là pour les utiliser d'une façon aussi mal. Donc du coup, le fait de dire les instruments qui peuvent être utilisés l'un pour l'autre dans le quotidien de l'entreprise, d'accord, sont statistiquement identiques. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui est différent de l'autre, parce que s'il y en a un qui est différent de l'autre, alors peut-être que celui-là fait naître un risque plus grand qu'on n'est même pas obligé de calculer, mais comme il ne dit pas comme les autres, alors peut-être qu'il nous ferait faire des bêtises. Mais si tous les autres sont réputés statistiquement identiques, ben, il suffit juste de faire la petite gymnastique intellectuelle qui consiste à dire ils peuvent donc pas tous être non conformes en même temps pour dire que s'ils sont tous identiques et pas non conformes, c'est qu'ils sont conformes. Et là, on comprend bien l'intérêt de cette vision, c'est que ça nous évite de faire tous ces calculs de risque, tous ces problèmes de systématique d'aléatoire, calcul d'incertitude. On est pragmatique et on dit simplement que ben, au quotidien, on fait comme ça depuis longtemps et nos clients sont contents. Donc, de fait, si on a un problème, ça ne vient pas d'un instrument parce que, quel que soit celui que je prends, de toute façon, j'aurais trouvé à peu près la même chose. C'est très, très important de réussir à faire cette petite gymnastique. Alors, évidemment, dans les C2I, on peut aller bien plus loin parce que, mais ce n'est pas l'objet ici, on peut aller aussi chercher la variance inter-instrument et donc ça peut nous permettre de calculer des incertitudes de mesure quand on utilise l'un ou l'autre de ces instruments plutôt que de prendre des résultats d'étalonnage et de faire des divisions par racine de 3. Donc, il y a beaucoup de richesses dans les C2I, dont celle de dire ils sont tous pareils, je les utilise l'un pour l'autre, je n'ai pas de problème avec mes clients, donc comme ils sont tous pareils et que je n'ai pas de problème, alors on peut considérer qu'ils sont conformes. Et alors, je te laisse la parole après pour parler des étalonnages conditionnels. Donc, les C2I, c'est une méthode de surveillance. On reste dans l'entreprise avec notre caillou, notre pièce de référence, notre caillou qui n'est pas forcément raccordé. Le but de la C2I, c'est pas de faire un raccordement, c'est de faire une surveillance. Et donc, à partir du moment où on fait des C2I et qu'on s'aperçoit que tout va bien et que nos équipements sont statistiquement identiques, bah, ma foi, c'est que tout va bien. Par contre, si on s'aperçoit qu'un équipement commence à sortir de ce statistiquement identique, on peut se poser effectivement des questions sur cet équipement-là. Est-ce qu'il est conforme ou pas? Et là, commencer à l'envoyer en étalonnage. Donc là, on introduit la notion que la surveillance est faite par les C2I. Tant que les C2I nous disent que tout est statistiquement sous contrôle, bah, c'est que tout va bien. Et si j'ai quelque chose qui n'est plus statistiquement sous contrôle, là, je fais appel à une expertise, l'étalonnage. J'ai un doute, j'envoie l'équipement en étalonnage pour lever le doute. Est-ce qu'il y a un problème sur l'équipement ou peut-être un problème ailleurs? Donc là, on commence à approcher la notion d'étalonnage conditionnel. On ne fait pas un étalonnage systématique quand tout va bien. On fait un étalonnage quand effectivement on a une notion de doute. Donc c'est effectivement le deuxième point. Et le troisième point, Jean-Michel l'a déjà évoqué, c'est-à-dire que cette notion de C2I est basée sur le pragmatisme. On a quelque chose qui fonctionne. Effectivement, on ne sort pas l'artillerie lourde du risque, on sort l'artillerie de l'historique, ça fonctionne, pour valider qu'on est dans un périmètre équivalent à d'habitude. Grosso modo, c'est ça l'idée forte. Donc, par rapport donc, à toutes ces stratégies, oui. Oui, je Pardon? voulais juste ajouter sur le slide précédent, je voulais juste ajouter, Christophe, pour compléter ton propos, Oui. et être objectif, c'est que les C2I supposent qu'on a plusieurs instruments qui peuvent être utilisés l'un pour l'autre. Parce que si j'ai un instrument unique qui fait une mesure assez spécifique, ben évidemment, les C2I, ça va être compliqué. Encore que dans l'FDX 07041, on a parlé de ce cas-là, et on a parlé de l'entreprise étendue, donc des essais finalement, des comparaisons inter-instruments, mais entre les acteurs et entre les partenaires de l'entreprise sur les mesures très spécifiques. Mais les C2I ne répondent pas à toute la question des EMT. Je le redis, ça peut marcher quand on a plein d'instruments qui font la même chose. Et évidemment, ça ne marche pas quand on a des instruments spécifiques qui ne font
qui font des choses particulières et on a un seul moyen pour faire ces choses-là. On ne peut pas les comparer avec d'autres moyens. Donc, on n'écarte évidemment pas dans la question des EMT le sujet de la maîtrise des incertitudes et du risque, comme on l'a expliqué avant, en distinguant la part aléatoire, la part systématique, en gros en faisant un étalonnage suivant le VIM 2008, 12 ans, je redis, 12 ans, c'est beaucoup. Donc, on a finalement les deux options qui peuvent être soit complémentaires, soit permettre de traiter pour partie une partie des instruments qu'on gère et une autre partie traitée différemment. L'avantage des C2I, comme tu l'as bien dit, c'est que c'est aussi un outil pour optimiser les périodicités d'étalonnage. Donc non seulement ça nous conduit à la conformité des instruments de mesure, mais ça permet aussi de nous dire qu'on n'est pas obligé d'étalonner comme ça bêtement tous les ans. Je rappelle, l'année, c'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil, mais on étalonne que quand on a un doute. Et donc, du coup, il suffit que chaque gestionnaire de parc regarde le nombre de fois où il a eu des instruments réellement non conformes sur les 10 ou 20 dernières années. Et du coup, avec les C2I, on vérifie et on peut aussi faire pas mal d'économies, à la fois en termes budgétaires si on sous-traite, mais aussi en termes de temps, parce que c'est plus facile de faire une C2I que d'aller chercher les instruments, les mettre dans un labo, les faire stabiliser, ou alors les envoyer chez un prestataire, attendre qu'il revienne. Voilà, donc les C2I, elles présentent ce double avantage. C'est important de l'avoir en tête. Mais ça ne répond pas à 100% des cas. D'ailleurs, il n'y a pas de stratégie en général qui répond toujours à 100% des problèmes. Il faut toujours avoir plusieurs outils pour traiter la complexité des choses. Il n'y a pas d'outil unique, magique, qui fait tout du même coup. Et donc, par rapport à cet outil-là de C2I, on a un petit sondage pour savoir si effectivement vous pensez que cet outil pourrait être adapté à certains groupes d'instruments, à votre périmètre. Enfin, est-ce qu'il existe des périmètres d'instruments qui pourraient répondre à la C2I dans votre entreprise? Donc, il y a un petit sondage en cours. Alors la question le point qu'on peut aborder ici, c'est quoi un périmètre? Combien d'instruments il faut? Comme toujours en statistique, plus il y en a et mieux c'est. C'est-à-dire que si on n'en a pas beaucoup, on distinguera mal les instruments statistiquement différents. Et si on en a beaucoup, on distinguera clairement les instruments statistiquement différents. En toute bonne conscience, les statistiques nous disent qu'il faut, pour bien faire, une quinzaine d'instruments. Alors 15, ça ne veut pas dire qu'à 14, je ne peux pas et qu'à 15, c'est génial. Il n'y a pas de chiffre d'or. Voilà, mais bon, on peut imaginer d'ailleurs, quand on fait des comparaisons interlaboratoires, cette fois-ci, on fait bien des comparaisons bilatérales, c'est-à-dire entre deux laboratoires. Donc, on peut faire des choses même avec deux valeurs. Voilà, il faut avoir en tête que plus j'en ai et plus je vois les choses, et moins j'en ai et plus j'ai de risques de passer à côté d'un problème sur un instrument. Bon, l'idéal, c'est d'avoir 15, 20, 30. Là, on commence à être très confort quand on a beaucoup d'instruments dans la C2. Voilà. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle de savoir que autant de nos participants peuvent mettre en œuvre des C2I. Je le redis, c'est une norme chez Deltamio. On en est fiers parce qu'on a vraiment poussé beaucoup pour réunir ce groupe de travail et faire cette norme, parce qu'il y avait quelques intérêts qui essayaient de défendre une position un peu inverse et rester dans les étalonnages traditionnels. Bon, finalement, cette norme existe maintenant. Elle est à la disposition des métrologues industriels. Et là encore, on ne peut que vous inviter à la consulter, à vous intéresser à ça de près, surtout si vous êtes 83% à pouvoir les mettre en œuvre. Eh ben, un, vous réglez la question des EMT et deux, vous réglez en partie la question des périodicités. Voilà. Donc, bonne lecture. Et là encore, on peut répondre à vos questions. N'hésitez pas. Voilà, et donc pour conclure, tu l'as déjà dit, Jean-Michel, il n'y a pas de stratégie unique, il y a plusieurs stratégies qui dépendent effectivement. On t'a perdu. Excusez-moi, me revoilà. Donc effectivement, il n'y a pas de, comme tu l'as dit, il n'y a pas de stratégie unique. Comme tu l'as évoqué juste avant, chaque stratégie est adaptée en fonction du contexte de l'industriel, mais grosso modo, une stratégie qui s'oriente vers les C2I qui permet de répondre à certains besoins et une autre stratégie qui s'oriente vers la notion de risque. Pour l'ensemble de ces stratégies, bien évidemment, on peut vous aider dans la démarche à suivre. Et j'espère Et on que en arrive à notre ce innovation. webinaire a... Pardon? Et on en arrive à notre innovation.
Et on en L'innovation arrive dont j'ai à parlé en notre introduction. innovation par rapport À la suite à donner à notre webinaire. Alors, en fait, les webinaires, tout à fait. on a vu que ça avait un certain succès et on est content d'avoir contribué au développement de la culture métrologique et on continuera à le faire. Voilà. Et donc, on a réfléchi ensemble et on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin que simplement le webinaire. Et on vous propose donc, pour faire une suite logique à ce webinaire, de vous inscrire ou non d'ailleurs dans ce qu'on a appelé des parcours d'approfondissement. L'idée, c'est quoi? C'est de reprendre ensuite. Alors, vous recevrez, pour ceux qui s'inscriront dans les parcours d'approfondissement, vous recevrez 2 mails par semaine. Et l'idée de ces mails, c'est de traiter des points très précis, de rentrer un peu plus dans les détails, de vous donner des conseils ou autres, de manière à améliorer encore votre réflexion autour de ce que vous avez entendu. On sait très bien que sur un webinaire, vous entendez plein de choses pendant 1 heure, mais on ne peut pas tout retenir, c'est impossible, d'autant que c'était un peu riche. Et donc, du coup, ces parcours, c'est simplement, si vous vous inscrivez, de recevoir 2 mails par semaine dans lesquels on reprécisera des points, des conseils de mise en œuvre et pour vous aider à mieux appréhender les questions, que ce soit le parcours qu'on appellera C2I, donc la stratégie des comparaisons inter-instruments pour répondre à la question des EMT. Et on a aussi un parcours d'approfondissement autour de la question du risque et des incertitudes de mesure. Et donc, du coup, on va simplement vous demander maintenant si vous souhaitez participer à ces parcours d'approfondissement. C'est une première. Hein. On va regarder un peu avec vous et ceux qui s'inscriront comment ça fonctionne, comment on peut encore améliorer notre œuvre de diffusion des bonnes pratiques de métrologie. On le fera avec vous et il est probable que pour nos autres webinaires, on fasse la même chose, on organise ces parcours-là aussi, de manière à vous renforcer sur les points clés des différentes stratégies dont on parle au cours de ces moments de convivialité avec vous. Voilà, donc si vous souhaitez, c'est évidemment absolument gratuit. C'est sans aucun engagement de qui que ce soit, à part de nous, de vous satisfaire et de vous amener les informations qu'on juge utiles avec un rythme plus souple pour vous permettre et vous donner le temps de les assimiler. Donc Christophe, je vais te laisser la main peut-être pour la conclusion. La conclusion, je crois que tu as fait une belle conclusion et on a lancé le sondage pour effectivement savoir les personnes qui étaient intéressées par la démarche que tu as proposée, enfin que Deltamu a proposée. Je vous remercie effectivement de l'attention que vous avez portée à ce webinar et on espère vous retrouver dans le prochain webinar. Donc le prochain webinar, on souhaite parler des comparaisons inter-instruments. Donc on va développer effectivement un webinar sur les comparaisons inter-instruments qu'on va développer dans le logiciel Optimus. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Et restez à l'écoute surtout, et notamment pour les questions. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on s'engage à répondre par écrit à toutes les questions qui auront été posées au cours de cette présentation. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez aussi rapidement la mise en ligne de ce replay que vous pouvez soit regarder vous, soit conseiller à éventuellement des gens que vous pensez être intéressés par les informations qu'on a diffusées, qui peuvent aussi s'inscrire au parcours ensuite en nous adressant simplement des mails pour dire qu'ils veulent suivre le parcours et ils auront les mails d'information sur les points clés de ces 2 stratégies, en tout cas pour ce qui est des EMT. Voilà, bonne fin de journée à vous tous, bon appétit. Rendez-vous au prochain webinaire, on en fera d'autres. Restez connectés à Deltamu, on vous apportera d'autres informations sur tout ce qu'on engage dans le cadre de la vulgarisation des bonnes pratiques du métier. À bientôt, au revoir.